Bonjour à tous, ici Richard, ancien candidat admis au CRPE. Je souhaiterais partager avec vous un questionnaire que j'avais fait pour m'auto-évaluer sur les connaissances en didactique. Plus précisément dans le domaine de la didactique en français. Ce questionnaire va pouvoir servir à ceux préparant le concours, mais également aux professeurs débutants qui ont oublié certaines notions apprises précédemment et qui pourraient leur servir dans leur nouvelle vie professionnelle. Ce questionnaire traite quasiment tout ce qui peut tomber au concours en didactique, c'est-à-dire la partie 3. Si vous êtes intéressé pour recevoir des conseils exclusifs, jamais vus dans aucun livre, n'hésitez pas à visionner ma vidéo sur la formation que j'ai créée ou cliquez sur le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Une première partie générale traitant de connaissances didactiques et pédagogiques, une deuxième partie sur la maternelle, une troisième partie sur l'élémentaire, une quatrième assez courte sur la poésie et une cinquième sur les programmes. Enfin, je terminerai par divers éléments que je n'ai classés nulle part. Commençons par les connaissances didactiques et pédagogiques. La première question est: quel modèle d'apprentissage est privilégié aujourd'hui? Pour cette question, ainsi que pour les autres questions, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de prendre le temps de réfléchir afin de formuler une hypothèse. Ensuite, vous poursuivrez la lecture de la vidéo pour découvrir la solution. Et ce, pour chaque question. La réponse à cette question est: aujourd'hui, on souhaite provoquer les apprentissages, contrairement au modèle transmissif. Donc, le constructivisme de Piaget et le socioconstructivisme de Lev-Vygotsky sont privilégiés ici. Deuxième question. Quelles orientations sont privilégiées? Certains travaux en psychologie ont démontré que certaines orientations étaient meilleures. Répéter les activités, réviser les savoirs, et réutiliser les savoirs dans des apprentissages ultérieurs. Troisième question. Quelles sont les différentes conceptions de l'apprentissage? Il existe 3 conceptions de l'apprentissage. Le behaviorisme, le constructivisme et le socioconstructivisme. Le behaviorisme, c'est quand on cherche à modifier le comportement des enfants. Par exemple, leur demander de lever le doigt. Le constructivisme, c'est quand on cherche à transformer ces représentations antérieures par un conflit cognitif. L'enfant se rend compte qu'il ne peut pas répondre à la question avec ses connaissances actuelles. Par exemple, en mettant une grosse multiplication comme 120 fois 350, il ne va pas pouvoir additionner 120 fois 350. Je veux dire, il ne va pas pouvoir additionner 120 fois 350. Enfin, il y a le socioconstructivisme. L'élève apprend d'un adulte ou d'un autre enfant plus outillé. Quatrième question. Qu'est-ce qu'une situation problème? C'est un aménagement d'un travail pour que l'élève découvre lui-même la solution. Le maître va ici simplement guider l'élève. Cinquième question. De quoi est composée une séquence type? Une séquence se décompose en phases. Souvent, une phase correspond à une séance, mais pas toujours. Plusieurs phases peuvent être réalisées au sein d'une même séance. Les différentes phases sont: petit 1, présentation de l'objectif et de la tâche. Petit 2, réalisation de la tâche. Petit 3, structuration des savoirs. Institutionnalisation, c'est la même chose. Petit 4, entraînement, consolidation. Petit 5, évaluation. Et enfin, petit 6, réutilisation des connaissances dans des situations différentes. Sixième question. Qu'est-ce que l'institutionnalisation? L'institutionnalisation, c'est transformer la connaissance en un rôle de moyen de résolution à un problème, à un rôle de référence pour des utilisations ultérieures. C'est le transformer en théorème, par exemple. Septième question. Que permet l'évaluation? Quelles sont ses différentes formes? La réponse: l'évaluation peut permettre de mesurer les progrès et vérifier l'acquisition de connaissances ou de compétences Il en existe 4 formes. L'évaluation diagnostique, l'évaluation formative, sommative et formatrice. L'évaluation diagnostique, c'est au début pour évaluer ce qu'il va falloir travailler. La formative, c'est tout au long de la séquence. Ce sont les petits exercices. L'évaluation sommative, c'est à la fin de la séquence,
un contrôle ou un devoir. L'évaluation formatrice, c'est quand l'élève s'auto-évalue, notamment avec des grilles. Il existe différents moyens d'évaluer. À l'aide de grilles, avec une note, mais la note est parasitée par des éléments comme la connaissance qu'a le professeur de l'élève, ou bien avec des aides, comme une annotation ou des annotations dans la marche par exemple. 8e question. Quelle est la place de l'erreur à l'école? L'erreur ne doit pas être pénalisée, elle doit être normale, ce n'est pas un échec. D'ailleurs, les nouveaux programmes du cycle 3 recommandent d'élaborer collectivement des grilles typologiques d'erreurs pour que les élèves gèrent de façon plus autonome leurs erreurs. 9e question. Quelle est la différence entre différenciation et individualisation? La différenciation concerne toute la classe qui aurait par exemple un niveau moins élevé qu'une autre classe, de la même école, alors que l'individualisation concernerait uniquement un élève. 10e question. Donnez des exemples de remédiation. En dehors de la classe, il y a 36 heures d'APC, des activités pédagogiques complémentaires, souvent le temps du midi. Il y a aussi les programmes personnalisés de réussite éducative, dits PPRE, qui vont concerner un élève pour mettre en place une individualisation. 11e question. Donnez les étayages possibles. Il existe 6 étayages. C'est Jérôme Brunner qui les a définis. Le premier est l'enrôlement. C'est susciter l'intérêt de l'élève pour la tâche. Le deuxième, c'est le maintien de l'orientation. Faire en sorte que l'élève continue son travail après un premier succès, qu'il ne s'arrête pas. Le troisième, la modélisation des solutions. Si l'élève a du mal, commencer à lui montrer la solution ou mimer, c'est souvent stylisé. Quatrième, la réduction des degrés de liberté. Si la tâche est trop difficile, réduire la difficulté. Le cinquième, le contrôle de la frustration. Éviter que l'élève ne se décourage au moindre échec, par anticipation ou après un échec. Enfin, le 6e, la signalisation des caractéristiques dominantes. 12e question. Qu'est-ce que la zone proximale de développement? Elle a été développée par Lev Vygotsky. L'enseignement est proche de ce que l'enfant sait faire avec l'aide d'un adulte. Donc il faut proposer à l'enfant de travailler avec quelqu'un de meilleur que lui, un autre élève ou un adulte, ainsi l'enfant peut pleinement développer son potentiel. Sinon, il va stagner. 13e question. Quelle est la différence entre communication et interaction? Quelle approche est privilégiée à l'école? La réponse, d'après Jacobson, en 1960, dans la communication, l'agent, entre parenthèses le récepteur, est passif, alors que dans l'interaction, l'agent est actif. Il y a une influence sur l'émetteur. Il y a donc influence réciproque. À l'école, le socle commun parle de communication, mais c'est au sens large. Au cycle 1, on parle de oser entrer en communication. C'est une priorité du cycle 1. Quant aux interactions, le BO de 2015 insiste sur l'importance des interactions au cycle 2 pour la maîtrise du langage oral. 14e question. Quels sont les différents niveaux de langage? Lesquels sont privilégiés à l'école? Il existe 5 différents niveaux de langage. Soutenu, courant, familier, vulgaire et sublime. Les élèves doivent utiliser le niveau approprié selon le contexte. Ainsi, aucun n'est réellement privilégié. Ils doivent juste comprendre que c'est le contexte qui le dicte. 15e question. Quels sont les troubles spécifiques du langage oral et écrit? Il existe 4 troubles spécifiques. La dyslexie, qui est un trouble de la lecture et de l'écriture, il en existe différents types. Elle peut être phonologique. L'élève a du mal à convertir le son en lettres ou de surface. L'élève a du mal à reconnaître le mot globalement et doit donc décoder. Souvent, il y a une dysorthographie, mais en avoir ne signifie pas forcément être dyslexique, notamment avec les problèmes de segmentation et les inversions ou les suppressions. Le deuxième trouble est la dysphasie, dit entre parenthèses trouble oral. C'est un trouble du langage oral. Avant 6 ans, on peut faire la différence avec un retard simple. Le troisième trouble est la dyspraxie. Ce sont des difficultés moteurs. Le quatrième trouble
et le handicap. Il existe des dispositifs spécifiques dans ce cas. Des PAP, plans d'accompagnement personnalisés. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce questionnaire qui concerne la maternelle. Première question. Comment doit parler le maître à l'école maternelle? Le maître doit articuler avec un débit ralenti et soigner sa syntaxe. Deuxième question. Quels sont les deux types de langage et lequel veut-on obtenir de l'enfant? Il existe deux types de langage. Le langage référentiel, tiré de l'expérience de l'enfant et qui dépend du contexte, et le langage décontextualisé. On souhaite que l'enfant acquiert le second, c'est-à-dire le langage décontextualisé. Troisième question, quelle sorte d'oraux désire-t-on obtenir? Il y a les oraux spontanés et ceux qu'on veut obtenir, les oraux élaborés. D'ailleurs, dans les compétences attendues en fin de cycle, il est écrit « s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis » et « reformuler pour mieux se faire comprendre ». Quatrième question. Que permet d'apprendre le langage? Le langage permet à l'élève d'apprendre la posture même de l'élève et aussi au petit parleur de s'exprimer. Cinquième question. En quoi les ateliers de langage sont importants? La prise de parole est facilitée, car il y a la présence d'objets et puis on peut séparer les élèves en groupes de parleurs, d'après la théorie d'Agnès Florin. Il y a les grands parleurs, les moyens parleurs et les petits parleurs. Ainsi, même les petits parleurs peuvent s'exprimer. Cependant, il a été démontré que l'interaction la plus efficace est celle maître-élève seul. Sixième question. Définir la conscience phonologique et le principe alphabétique. La conscience phonologique peut se définir ainsi. C'est comprendre qu'un mot est formé par différents sons. Elle joue un rôle dans la lecture et l'écriture. C'est même un prérequis pour la lecture. Le principe alphabétique, c'est comprendre que l'écriture transcrit des sons. Septième question. Que doit-on travailler en priorité au niveau de la phonologie? Il faut travailler les segmentations des mots en priorité, car la syllabe est l'unité sonore la plus facilement perceptible par les enfants. Huitième question. Comment faire prendre conscience aux élèves de la conscience phonologique? Il faut casser le mot pour voir la syllabe, puis la syllabe pour voir le phonème. Neuvième question. Quelles activités mettre en place pour développer la conscience phonologique? Il faut mettre en place des jeux sonores et utiliser la répétition avec des comptines en petites sections. En grande section, on peut repérer les syllabes orales identiques comme lundi ou mardi. Dixième question. Quelle est la place actuelle de l'écrit en maternelle? Un apport majeur des programmes de 2015 est la place qu'il accorde à l'écrit. Dans les objectifs, il est écrit qu'il y a une acculturation à l'écrit, une acquisition du principe alphabétique et la production d'écrits simples. En moyenne section, on produira des mots simples et en grande section, des dictées à l'adulte. 11e question. Quels sont les différents types d'écriture proposés en maternelle? Il y a les écrits autonomes. À 3-4 ans, ils tracent des symboles. L'écriture tâtonnée. Puis, à 4-6 ans, ce sont des mots avec une relation, avec la chaîne orale, comme papa. Puis, il y a la dictée à l'adulte. Le but est de voir le passage de l'oral à l'écrit et les spécificités de l'écrit. Le but est plus d'acculturer à l'écrit en petites sections. 12e question. Comment est mise en œuvre la lecture en maternelle? La lecture de jeunesse est privilégiée ici, mais elle dépend de leur univers familial pour les connaissances du monde. Aussi, ils vont souvent superposer leurs expériences personnelles au texte. Il faut bien choisir les ouvrages, simples à comprendre. Passons maintenant à la partie élémentaire du questionnaire, ou plutôt en élémentaire. Première question. Comment est envisagée la lecture dans les programmes de 2015? La lecture est envisagée de façon plurielle. Lire, c'est décoder et comprendre, mais aussi écrire. En effet, après lecture, on peut recopier le texte pour faire la correspondance. Ainsi, écrire devient un moyen d'apprendre à lire. C'est une des affirmations fortes des programmes de 2015. Deuxième question. Quels sont les niveaux de lecture?
il y a 3 stades: logogrammique, alphabétique et orthographique. Logogrammique, c'est quand on reconnaît la silhouette du mot avec le contexte. Alphabétique, c'est quand on peut déchiffrer des mots, essentiellement au CP. Et enfin, orthographique, c'est quand on a développé des automatismes. Il y a 2 voies: la voie indirecte, où l'on doit décoder, et la voie directe, où cela prend quelques millièmes de seconde à comprendre le mot. 3e question. Quelles sont les différentes méthodes de lecture? Il existe la méthode syllabique. Ici, lire, c'est décoder. Donc généralement, ce sont des textes artefacts, c'est-à-dire des textes factices, inventés, qui bien souvent n'ont que peu de sens. Il y a la méthode idéographique. Lire, c'est d'abord comprendre ici. Cette méthode est prohibée. Et enfin, il y a la 3e méthode, la méthode interactive. Lire, c'est à la fois décoder et comprendre. C'est la méthode recommandée dans les programmes. Eh bien ici, nous serons en présence de vrais textes. Le rapport Lire et écrire explique que les textes les plus courts et faciles à décoder donnent de meilleurs résultats. De plus, la lecture à haute voix influence positivement la lecture. 4e question. Quelle est la différence de lecture entre le cycle 2 et 3? Au cycle 2, on demande davantage aux enfants de comprendre, alors qu'en cycle 3, on demande aussi d'interpréter, c'est-à-dire comprendre l'implicite. 5e question. Quelles sont les difficultés de lecture que les enfants peuvent rencontrer? Au cycle 2, le décodage peut poser problème. Il ne peut faire 2 choses à la fois, donc le maître doit lire. La difficulté peut venir du milieu social, s'il ne connaît pas certains mots de vocabulaire. Ainsi, le rapport Lire et écrire explique que l'enseignant est plus efficace quand il explique le vocabulaire. Au cycle 3, d'après Seb et Guagou, certains ne font pas d'implicite ni d'autorégulation, et enfin lisent mot à mot, donc ils ne peuvent interpréter, notamment pour les reprises anaphoriques. Pour aider les élèves, Seb et Guagou proposent aux enfants d'assigner un but à leur lecture. Les textes documentaires peuvent poser problème car ils sont denses et riches en vocabulaire. 6e question. Comment enseigner l'écriture en élémentaire? Les programmes préconisent d'écrire tous les jours, puis relire pour faire travailler l'oral et la lecture. En cycle 2, on écrit en cursive. On fait des dictées à l'adulte et on commence des productions d'écrits. La moitié d'une page maximum. En cycle 3, on varie les productions d'écrits et on commence à écrire sur ordinateur. 7e question. Quelles sont les opérations du processus rédactionnel? Il y a 3 opérations. La première, c'est planifier. La deuxième, c'est mettre en texte. Et la 3e, c'est relire et réviser, c'est-à-dire corriger les erreurs. 8e question. Quelles peuvent être les difficultés pour le scripteur novice? J'ai relevé 4 difficultés. La première, il peut avoir des difficultés de capacité graphomotrice. Il peut vite avoir mal au poignet et posséder une faible coordination. La deuxième difficulté est relative aux capacités cognitives. Il peut souffrir de restrictions attentionnelles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. La troisième difficulté est d'ordre linguistique. Il ne sait pas coder le son en graphème, il a des problèmes de segmentation, etc. La 4e difficulté pour le scripteur novice, c'est la dimension affective et relationnelle. Tout simplement, il ne prend pas plaisir à écrire. 9e question. Donnez les activités par cycle au niveau de l'écriture en élémentaire. 9e question. Donnez les activités par cycle au niveau de l'écriture en élémentaire. Cycle 2, on travaille surtout la relation phonie-graphie, les gestes d'écriture, la mémorisation de mots et la reproduction de textes courts. On peut faire des jeux d'écriture ou la phrase du jour, des rituels. Au cycle 3, on poursuit le travail sur l'écriture, mais les écrits sont plus longs et peuvent gérer plus de contraintes. 10e question. Comment travailler l'oral à l'élémentaire? L'oral est difficile à évaluer. Il faut cependant consacrer des séances spécifiques dessus. Il faut partir de ce qu'ils connaissent pour arriver progressivement sur des choses plus abstraites. Modifier la taille des groupes peut être envisagé pour la progressivité également. On peut mettre en place des jeux de rôle pour aider les enfants à parler. L'oral a une fonction socialisante également. 11e question.
Quelles sont les difficultés de l'oral à l'élémentaire? Il y a différents types d'oraux. Il y a les oraux spontanés et préparés. L'oral utilise un registre de langue différent, familier parfois. Il est difficile d'isoler et évaluer l'oral. Il y a donc 3 difficultés à l'oral. Comme on l'a dit, il y a différents types d'oraux, des spontanés et des préparés. L'oral peut utiliser un registre de langue différent, et il est difficile d'isoler et évaluer l'oral. Deuxième question. Quels sont les principes généraux pour structurer l'enseignement de l'orthographe à l'école? J'ai relevé 5 principes. Le premier principe, c'est souligner les cohérences et régularités de la langue, notamment l'étude des familles. Utiliser des mots connus pour écrire des mots inconnus. Le deuxième principe, c'est établir une progression raisonnée. Ne pas s'occuper de graphèmes peu utilisés comme SC pour ch. Le troisième principe, c'est donner la priorité aux notions clés, comme l'accord en genre et en nombre. Le quatrième principe, c'est travailler l'orthographe dans les autres domaines du français, notamment les activités d'écriture qui est la finalité de bien écrire. Le cinquième principe, c'est créer des fiches d'analogie, ou des fiches analogiques, d'après les programmes. C'est regrouper les mots en fonction d'analogie. 13e question. Quelles sont les erreurs communes? Il y a des erreurs liées au sens. Par exemple, quand on écrit le mot famille avec un S, car ils sont plusieurs dans une famille. Et surtout, il y a les homonymes, comme mais et le verbe mettre, la conjonction de coordination mais, ou bien le pronom possessif mais, mes. Pardon, je voulais dire adjectif possessif, pas pronom. Il vaut mieux traiter par classe grammaticale. Par exemple, l'homonyme ET et EST, ce n'est pas bon à regrouper. Il vaut mieux classer et avec ou, car ce sont tous les deux des conjonctions de coordination, donc ils font partie de la même classe grammaticale. 14e question. Comment évaluer l'orthographe? On peut évaluer avec une dictée. Normale, à trous ou négociée. Une dictée négociée, c'est lorsque les élèves discutent entre eux et qu'un secrétaire note leur décision finale. 15e question. À quoi sert la grammaire en élémentaire et comment l'enseigner? La grammaire sert à améliorer les compétences en lecture et compréhension. Au cycle 2, c'est un objet central. Il y a 2 démarches possibles. La démarche déductive ou inductive. La démarche déductive, c'est quand on énonce une règle et on demande ensuite aux élèves de l'appliquer. L'inductive, c'est quand on essaye de trouver des règles communes applicables partout. C'est celle recommandée par les programmes. Pour une observation réfléchie de la langue. Au cycle 3, on est dans une approche explicite, une appréhension linguistique de la langue. 16e question. Quelles sont les activités et dispositifs possibles pour appréhender la lecture au cycle 3? Tout d'abord, le débat pour résoudre un conflit de compréhension. Ensuite, utiliser le, entre guillemets, carnet de lecture. C'est même recommandé dans les programmes. L'élève note ce qui lui a plu, ses réflexions. Ainsi, cela lui permet de matérialiser ses représentations. Ensuite, les activités d'écriture. Les programmes insistent sur le fait que cela permet de se mettre à la place du narrateur et donc de mieux comprendre la littérature. Enfin, écrire une suite à l'histoire. Un écrit d'invention donc. 17e question. Quelles sont les 2 façons d'apprendre le vocabulaire? Il y a 2 façons, donc, explicitement et implicitement. Explicitement, c'est un apprentissage régulier et systématique. Implicitement, ce sont des mots rencontrés en contexte. Cela a donc plus de sens. 18e question. Quelles activités mettre en place pour apprendre le vocabulaire à l'école? Question 18. Quelles activités mettre en place pour apprendre le vocabulaire à l'école? Travailler sur les mots les plus fréquents. Explorer les différents sens d'un mot. Créer des réseaux recommandés dans les programmes pour le cycle 3. Faire des liens entre les mots par rapport au sens. Des synonymes. Ou à la forme.
par dérivation. Au niveau des outils, on peut utiliser le dictionnaire et créer des listes pour regrouper les mots ayant les mêmes affixes. Par ailleurs, le dictionnaire est imposé dans les programmes. Ensuite, nous allons passer à la partie sur la poésie à l'école. Première question. Quelles sont les constantes du texte poétique? Les constantes du texte poétique sont l'organisation spatiale et l'organisation rythmique, qui sont identiques. Quelle est la définition de la poésie? Question numéro 2. La poésie n'a pas de définition figée. La poésie, ça peut être des rimes, mais ça peut aussi être un texte qui fait rêver, etc. Question numéro 3. Quel doit être le choix des textes pour l'étudier? Le document ressource La poésie à l'école a été révisé en 2013 et a élargi la poésie aux œuvres pour jeunesse et aux œuvres complexes pour adultes. Question numéro 4. Proposez une séquence sur la poésie. En premier lieu, faire écouter de la poésie. Lire à haute voix, avec la diction qui est si particulière. Ensuite, faire lire de la poésie pour créer des références pour l'élève. Aménager un espace réservé avec une sélection d'ouvrages. Créer des moments réguliers où enseignants et élèves lisent tour à haute voix un texte pour le présenter. Ensuite, écrire un texte même. Il s'initie avec une interaction avec la lecture, donc à partir du texte lu. On peut imaginer un jeu poétique. Écrire un texte sans utiliser une lettre en particulière, par exemple. On peut également donner une forme particulière à son texte, aérienne, massive, fantaisiste, etc. Passons maintenant à la partie sur les programmes. Question numéro 1. À quel domaine est rattaché le français? Le français est rattaché au domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Question 2. Quelles sont les nouveautés apportées par la loi de refondation de l'école de 2013 pour le cycle 1? La loi a pour but de donner envie aux enfants d'aller à l'école, d'instaurer une continuité des apprentissages avec les cycles 2 et 3, de prendre en compte davantage les différences entre enfants et enfin d'instaurer des évaluations positives, c'est-à-dire davantage focalisées sur les progrès plutôt que les résultats. Elle souhaite également que les enfants apprennent en jouant. Utiliser les problèmes pour apprendre. Apprendre par la répétition en faisant beaucoup d'exercices et enfin utiliser sa mémoire. Question numéro 3. Quels sont les objectifs au cycle 1? L'enfant va acquérir le langage dans sa dimension orale tout d'abord. On imagine un enfant qui va oser entrer en communication avec le maître, puis ensuite écouter pour comprendre et apprendre, puis il va discuter avec les autres enfants pour échanger et réfléchir avec les autres, et quand le maître va lire un livre, il va commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. Donc je viens de vous donner un moyen mnémotechnique pour retenir les objectifs au cycle 1 pour la dimension orale. Passons maintenant à la dimension écrite. L'enfant va acquérir le langage dans sa dimension écrite. L'enfant va écouter de l'écrit et comprendre quand le maître va lire, puis ainsi découvrir la fonction de l'écrit et le principe alphabétique. Après cette phase d'écoute, il va lui-même commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement à l'aide d'un adulte dans un premier temps, puis commencer à écrire tout seul dans un second temps. Quatrième question. Quelles sont les compétences au cycle 1? On peut classer les compétences en 5 catégories. Il y a tout d'abord des compétences orales. Il va devoir communiquer avec des adultes et des enfants, puis varier les usages de l'oral en décrivant, racontant. Il va s'amuser à jouer avec les sons en manipulant des syllabes, puis en discriminant des sons. Enfin, repérer les régularités dans le langage à l'oral. Ensuite, il y a des compétences écrites. Il doit manifester de la curiosité par rapport à l'écrit et produire de l'écrit. Enfin, il va devoir savoir écrire son prénom en écriture cursive. Au niveau de la lecture, on va lui demander de reconnaître les lettres de l'alphabet et les différentes façons d'écrire, cursive, scripturale et capitale d'imprimerie. En quatrième, des compétences orthographiques vont lui être demandées. Tout d'abord, s'exprimer dans un langage correct et précis.
Pour terminer, des compétences intellectuelles, comme dire de mémoire, les comptines ou les poésies, et comprendre des textes avec l'oral. 5e question. Quelles sont les compétences des cycles 2 et 3? Les compétences sont ici plus lapidaires. Il y en a 4. Comprendre et s'exprimer à l'oral, lire, écrire, et la 4e, comprendre le fonctionnement de la langue. 6e question. Quels sont les objectifs des cycles 2 et 3? Souligner les différences. Dans les objectifs reliés à l'oral, il s'agit toujours d'écouter pour comprendre, mais des adultes plus que des enfants ici, des textes lus ou des messages oraux. Toujours échanger avec les autres. La différence en cycle 3 est minime. On reprend les mêmes objectifs en ajoutant dans des situations diversifiées. Donc on instaure une progressivité en complexifiant les tâches. Dans les 2 cas, il est demandé une distance critique, c'est-à-dire réfléchir soi-même. Dans les objectifs reliés à la lecture, on demande de comprendre un texte en cycle 2, et la même chose mais en l'interprétant en plus en cycle 3. Lire à haute voix en cycle 2 et en cycle 3 avec fluidité. Ici, encore une fois, on demande aux élèves de réfléchir en contrôlant la compréhension de leur lecture. Ainsi, c'est l'autonomie qui est mise en avant ici, surtout au cycle 3. Dans les objectifs liés à l'écriture, on demande de produire des écrits, variés en cycle 3, de les réviser. Seuls les supports changent en cycle 3. Par exemple, écrire sur ordinateur. Enfin, dans les objectifs liés au fonctionnement de la langue, on demande de comprendre la relation oral-écrit dans les 2 cycles, mémoriser l'orthographe des mots fréquents, identifier les constituants de la phrase simple, puis complexe en cycle 3. Au cycle 2, comme au cycle 3, l'orthographe également des verbes fréquents. Je vais terminer maintenant cette vidéo de questionnaire, de questions, par diverses questions que je n'ai pas classées. Question numéro 1. Question numéro 1 plutôt. Quand est pratiquée la dictée à l'adulte? Elle est pratiquée surtout en cycle 1 et parfois au début de cycle 2. Question numéro 2. Quelles sont les caractéristiques d'une dictée à l'adulte? Tout d'abord, il y a des modalités particulières. L'enfant dicte les mots et l'adulte les retranscrit. Ils apprennent à dicter au lieu de parler. La deuxième modalité particulière, c'est que le secrétaire n'est pas neutre, c'est-à-dire le maître ou la maîtresse. Il accompagne et étaye l'effort que fait l'élève. Troisième modalité particulière, l'élève doit proposer des énonciations écrivables. La dictée à l'adulte, c'est aussi un type d'écrit particulier. Ce sont des textes narratifs ou une liste de mots. Question numéro 3. Que fait la classe pendant que le maître est occupé avec un enfant? Il faut prévoir des tâches individuelles assez longues et absorbantes. 4e et dernière question. Donnez les différentes valeurs de l'être possible. Il y a 5 valeurs de l'être possible. La valeur de base, c'est le phonème de la lettre. La valeur positionnelle, on change de son selon l'emplacement. La valeur auxiliaire, qui dit comment prononcer une lettre voisine. La valeur de digramme ou trigramme, qui constitue avec une autre lettre un phonème. La valeur 0, pas de valeur phonétique, mais elle a une valeur orthographique. La vidéo est terminée. J'espère que celle-ci aura pu vous aider ou vous aidera. Vous pouvez télécharger ce questionnaire ainsi que les réponses dans la barre de description. Et si vous souhaitez obtenir des conseils exclusifs,
que vous ne trouverez dans aucun livre, eh bien, je vous recommande d'aller voir ma formation dans la description, ainsi que la vidéo qui l'accompagne. À bientôt!